NFT Business, c'est le podcast qui parle de NFT, mais surtout de la façon dont ils vont impacter votre business. Notre podcast vous aide à comprendre les défis et à saisir les opportunités, car oui, ce nouveau monde a besoin d'entrepreneurs comme vous. Nos invités sont des bâtisseurs, ceux qui construisent les entreprises de demain. Je suis Claudia Lema, experte en transformation des médias, et je présente ce podcast avec Benjamin Boutin-Spark, artiste et consultant NFT. Et aujourd'hui, nous recevons Olivier Marian, qui est cofondateur de Arteia, une start-up qui propose des solutions technologiques pour le monde de l'art en général, alors que ce soit pour des musées, des galeries ou des artistes. Olivier a eu beaucoup d'actualités ces derniers mois autour de solutions liées à la blockchain et au NFT pour mieux authentifier et mieux tracer la provenance des œuvres d'art. Il va nous expliquer tout cela dans cet épisode. En effet, Olivier, beaucoup de presse pour toi pour le moment. Grosse actu au Louvre. On est très curieux. Est-ce que tu nous expliques comment, quand, pourquoi ? Enfin, on veut tout savoir. Avec plaisir. Écoutez, Stéphane Breuer, un artiste, nous a contactés pour voir un petit peu comment utiliser nos solutions d'authentification. Donc, c'est un artiste qui a recherché ces solutions depuis un certain temps. Il nous a contactés pour un projet assez génial. Il a travaillé avec le Louvre. Le Louvre l'a autorisé à aller prendre une photo d'une œuvre au Louvre pour son travail pour lequel il imprime des photos d'art traditionnel ou classique sur des plaques métalliques dorées et il voulait voir comment utiliser notre solution parce que le Louvre lui a demandé une copie de cette œuvre, donc il a créé une copie de cette œuvre pour les archives et on a pensé à mettre une puce d'authentification Arteia sur cette œuvre qui est maintenant dans les archives du Louvre. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que on colle une petite puce sans contact NFC sur l'œuvre. Cette puce est très sécurisée et elle permet d'avoir un identifiant unique et on a un passeport digital qui est le certificat digital d'authentification de l'œuvre, d'authenticité de l'œuvre, dans une base de données. On enregistre les informations qui nous sont fournies par l'artiste. Et la puce, quand on la scanne avec le téléphone, permet d'accéder à ce certificat d'authenticité digitale. Oui, alors attends. Pourquoi c'est intéressant ? Pardon Olivier, juste pour préciser, parce que il y a déjà pas mal de concepts. Donc principalement déjà physiquement derrière l'œuvre. Donc là c'est une plaque en acier, du métal, parce que c'est une impression sur métal. Donc derrière il y a une petite puce, donc comme une puce de carte bleue, de carte de crédit. Finalement ça se présente comme ça, c'est tout fin, ça se colle derrière l'œuvre et ça émet un petit signal radio, exactement comme les puces de carte bancaire émettent un petit signal pour payer sans contact. Donc c'est ce petit signal radio qui est récupéré quand on passe le téléphone dessus et ce signal est interprété par votre application qu'on installe sur un téléphone comme étant une œuvre authentique et qui va prendre des données dans une base de données finalement. C'est ça que tu nous expliques. C'est ça Olivier ? Absolument, absolument. Donc l'idée, j'aime toujours comparer au monde réel. Dans le monde réel, quand vous achetez une œuvre, vous allez recevoir l'œuvre et vous allez recevoir un papier qui est en général un papier sur lequel il y a le certificat d'authenticité, donc qui tient lieu de certificat d'authenticité sur lequel il y a marqué le titre, la date, les dimensions et donc une espèce de description ou un passeport de l'œuvre. Le problème, évidemment, c'est comment est-ce qu'on sait que ce papier, il est authentique et comment est-ce qu'on lit ce papier à l'œuvre ? Comment est-ce que je peux savoir que l'œuvre que j'ai en face de moi, c'est bien celle qui est décrite sur ce certificat d'authenticité ? Oui. Et donc, nous, on résout ce problème-là en mettant sur l'œuvre directement une puce. C'est une puce qui est sécurisée de façon physique et de façon logicielle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette puce, si j'essaie de la retirer, de la décoller, elle va se casser. Donc, je vais voir que j'ai eu un problème avec cette puce, que quelqu'un a essayé de la retirer. Et d'autre part, elle détient, à l'intérieur de cette puce, il y a un identifiant encrypté qui ne peut pas être lu de façon simple et qui est lu uniquement à travers l'application Arteia qu'on télécharge sur son smartphone. Et donc ensuite, on vient avec son téléphone, son iPhone, on vient scanner, donc on vient s'approcher de la puce au dos du tableau et via notre application va lire l'identifiant encrypté et aller chercher quel est le passeport digital, quel est le certificat d'authenticité qui décrit l'œuvre qui est devant nous. Et donc ça permet
Donc en comparaison toujours à ce que j'expliquais juste avant, ça permet au lieu d'avoir un papier qui est éventuellement falsifiable, d'avoir un enregistrement digital qui lui est sécurisé sur la blockchain, donc qui n'est pas falsifiable. Et ce certificat digital qui n'est pas falsifiable, il est en plus lié de façon sécurisée à l'œuvre à travers la puce. Donc on sait que c'est le bon certificat et on sait que c'est la bonne œuvre. Et ça, c'est absolument unique. Et donc, on a installé cette puce et ce certificat sur une œuvre qui est rentrée dans les archives du Louvre. Fantastique. J'ai une question technique. Qui encode les données, en fait ? Est-ce que c'est l'artiste lui-même ? Est-ce que c'est le musée ? La responsabilité incombe à qui ? Alors, ici, c'est vraiment l'artiste qui gère son inventaire d'œuvres. Donc, ce n'est pas là notre client ici, c'est l'artiste. L'artiste crée des œuvres et il a une interface qui lui permet de faire un inventaire. Donc, il va lister, il va mettre une photo, il va dire le titre, la date, sa description à lui de l'œuvre, d'accord ? Et donc, il va avoir une espèce d'interface sur laquelle il y a la liste des œuvres qu'il a. Et puis, il reçoit des puces. Et il est capable de faire une paire entre chaque puce et chaque œuvre. Et donc, il va définir que cette puce-là, au moment où il la colle, il va l'associer à telle œuvre. Et donc, c'est lui totalement qui gère cette information. Donc, c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que le certificat d'authenticité, dont je dis qu'il est absolument inviolable, effectivement, il faut qu'à l'origine, les informations, elles soient authentiques. Et là, c'est l'artiste qui est responsable des informations qu'il met lié à la puce sur le certificat digital. Donc après que l'œuvre elle aille chez un client, qu'elle aille dans un musée, qu'elle aille dans une galerie, dans une foire pour une exposition ou autre, c'est pas le problème. Donc c'est la personne responsable de l'information, c'est l'artiste. Ok, mais si je dézoome un peu, c'est une technologie qui pourrait être exploitée par le musée lui-même en ayant deux objectifs. Un, de délivrer un certificat d'authentification et d'authenticité des œuvres, mais deux, pour gérer son stock, exactement savoir en temps réel. Absolument, okay. absolument. Donc en fait, on est parti de cette solution, on est parti d'un souci d'authentification pour des artistes et on est en train de discuter avec des galeries et d'autres acteurs, effectivement aussi dans un esprit de gestion de stock. Je suis une galerie, je veux envoyer 10 tableaux par container à New York pour une foire. Aujourd'hui, comment ça se passe ? Je mets les tableaux dans des boîtes en bois, je mets les 10 boîtes en bois dans un container qui part à New York. Là, très facilement, je mets une puce sur le tableau, je mets une puce sur la boîte. Et avec mon téléphone, au moment de fermer le container, je scanne très facilement sans avoir à rouvrir la boîte. Je vais scanner très facilement et vérifier que je suis bien en train d'envoyer les bonnes pièces. Et puis, à l'arrivée, à l'ouverture, je vais revérifier que j'ai bien mes 10 containers, mes 10 boîtes et mes 10 œuvres à l'arrivée. Donc, c'est effectivement une solution tout à fait intéressante aussi en termes de gestion de stock, mais c'est pas l'intérêt premier. L'intérêt premier, c'est vraiment cette nouveauté géniale qui est que le certificat d'authenticité est inviolable, il est digital, il est très facilement accessible et il est inviolable parce qu'il est sécurisé sur la blockchain. Donc on peut sans arrêt être certain que ce qu'on voit apparaître sur notre téléphone, c'est bien la bonne information. Et puis il est lié de façon sécurisée à l'œuvre physique, ce qui est tout à fait nouveau aussi. Oui, on retrouve d'ailleurs ton métier d'origine. Je pense qu'Arteia, au tout départ, on en parlait un peu avant, était voué à la gestion d'une collection de tableaux, une collection d'œuvres d'art pour les collectionneurs, pour les musées. Et on retrouve donc ce que tu dis là, de ce phénomène de suivi et de traçabilité finalement des œuvres qui appartiennent à un collectionneur ou à un musée. Donc il y a quelque chose de très fort parce que on retrouve le métier premier d'Arteia qui au départ devait se faire en intelligence artificielle ou sur la blockchain, mais maintenant avec les technologies donc des NFT, ça on va en parler, mais maintenant avec les puces technologiques donc qu'on appelle NFC, donc Near Field Communication. Donc ces fameuses puces qui émettent un petit signal, on peut vraiment tracer dans un container des milliers d'œuvres d'art en un instant finalement. Et ça c'est une percée technologique qui permet de rationaliser ce type de stockage. Donc ça c'est assez puissant. Oui. Tout à fait. On était parti, effectivement, Arteia, ça a été créé il y a 5 ans sur l'idée de créer un logiciel de gestion de collection pour les collectionneurs, parce qu'il n'y avait pas d'outil qui existait
pour les collectionneurs, il y avait des outils pour les galeries et les musées, mais c'était des outils assez compliqués et pas orientés collectionneurs. Et puis, en fait, très rapidement, on s'est rendu compte des besoins digitaux dans ce monde. Et on a cette force à Arteia, c'est qu'on a une très bonne connaissance du monde de l'art, parce que chaque fondateur travaille dans le monde de l'art ou lié au monde de l'art depuis longtemps. Moi, mes parents sont collectionneurs depuis 50 ans, donc je connais beaucoup d'acteurs dans ce monde. Et l'autre aspect qui nous rend très fort, c'est la force technologique qu'on a avec une équipe d'une vingtaine de personnes à Cracovie, en Pologne. Et puis en Europe, des personnes plus pour la partie vente. Et on est vraiment ce mix entre la connaissance digitale, la connaissance technique et la connaissance du monde de l'art. Et donc, très facilement, on a discuté et échangé avec des gens du monde de l'art pour comprendre leurs besoins. Et on a vu ce besoin digital d'authentification et de suivi d'œuvres d'art. Oui, d'ailleurs, je te coupe parce que j'aimerais parler de Stéphane Breuer, qui est l'artiste qui est mis en avant par le Louvre et par ta technologie. Et on voit qu'Arteia connaît, je pense que c'est un petit clin d'œil, parce que fait Stéphane Breuer? Il fait ce que les artistes font au Louvre depuis un siècle ou 2 siècles, c'est-à-dire copier les grands chefs-d'œuvre de l'humanité. Tous les musées encouragent les artistes à venir copier des œuvres de manière authentique et de manière, je dirais, c'est une démarche d'apprentissage, une démarche d'école. Et Stéphane Breuer s'inscrit dans cette longue tradition des artistes qui vont tous, Picasso l'a fait, Matisse, etc. Ils allaient tous au Louvre très jeunes pour copier les œuvres. Et là c'est autre chose. Là, c'est une photographie qui est imprimée sur de l'acier. Peu importe, c'est une autre démarche, un autre médium. Mais là, l'idée est la même, c'est que vous accompagnez cet artiste qui s'inscrit dans la tradition du Louvre. Enfin, c'est assez puissant, je trouve, comme symbole de mettre de la haute technologie, de la très haute technologie, même dans une longue tradition muséale et artistique, en fait. Oui, ça c'est vraiment notre esprit. Si on parle tout à l'heure un peu plus de NFT et de métaverse et autres, c'est vraiment l'esprit qu'on a d'essayer de lier ces mondes, de lier le monde des nouvelles technologies, des nouvelles solutions possibles, et puis ce monde qu'on aime beaucoup de l'art plus traditionnel. Et comme tu dis, Stéphane se réapproprie. Après, il réinterprète et il va utiliser des différentes technologies plus modernes sur le traitement du métal et l'impression métal. Mais en même temps, il montre son amour de l'histoire de l'art et c'est ce qu'on aime beaucoup. Et on discutera tout à l'heure de comment est-ce qu'on aimerait beaucoup que les nouvelles personnes qui approchent le NFT d'une façon très technologique, sans forcément connaître l'art, on aimerait beaucoup arriver à les emmener un peu plus vers l'art. Mais ce qui est intéressant aussi, je voulais juste dire sur Stéphane, ce qui est assez super, c'est que il a vraiment tout de suite compris l'intérêt de notre certificat d'authenticité et il est allé très loin dans la démarche. C'est-à-dire que ce que j'expliquais tout à l'heure, un certificat papier, dans l'absolu, ça n'a pas beaucoup de valeur parce que n'importe qui est capable de... Alors, oui, il peut y avoir éventuellement la signature de l'artiste dessus, il peut y avoir un petit hologramme ou un truc comme ça, mais aujourd'hui, les gens, on arrive très facilement à dupliquer ces choses-là. Et il a totalement compris que où est le seul endroit vraiment sûr de l'information, c'est dans la base de données sécurisée sur la blockchain, donc c'est le certificat digital. Et donc son certificat papier qu'il a livré au Louvre avec l'œuvre, c'est une page blanche avec une puce dessus. Et donc, de nouveau, c'est le même système, le certificat d'authenticité. Sur ce certificat, on colle également une puce qui permet en fait d'aller directement vers le certificat digital. Et le certificat papier n'existe plus que comme un support pour cette puce qui est l'accès sécurisé vers le certificat d'authenticité digitale. Et ça, c'était vraiment très agréable de voir que l'artiste avait totalement compris cette démarche et a créé un petit visuel où il y a juste une espèce de petite cible sur une feuille A4 et la puce au milieu qui est la clé vers l'authenticité de l'information. Oui, c'était très très beau ce que tu disais quand tu disais que tu avais comme objectif de, grâce à cette technologie, de ramener des gens qui ne sont pas forcément amateurs d'art vers l'art, parce que d'autres canaux, d'autres technologies. Et moi, en tant que marketeuse, je t'écoute parler et j'imagine déjà pouvoir utiliser ta technologie sur plein d'autres choses. Je prends un exemple très concret. Ce matin, je mettais un peu d'ordre et je suis tombée sur notre carnet de mariage qui est là, tout poussiéreux, dans une armoire. Et en fait, je me dis, mais ok, je le perds. Voilà, je pensais à ça. Donc, cette puce sur des papiers officiels. Et je pensais aussi à
cette puce sur tout ce qui a un numéro d'identification. Je prends l'exemple, quand tu achètes un vélo cow-boy, qui est pour nos auditeurs une marque belge qui est en pleine expansion, sont des vélos très chers. Ce sont des vélos qui sont identifiés par un numéro de série. Cette puce pourrait tout à fait s'appliquer sur le vélo, ou la voiture, peu importe, mais le vélo ici dans ce cas-ci. Mais quel serait l'usage, par exemple? Quels seraient les avantages si cette marque venait te voir et te disait « nous voulons utiliser votre technologie », tu leur parlerais comment? Tu leur dirais quoi? C'est quoi les bénéfices? Alors, il y a deux bénéfices principaux. Effectivement, pour l'instant, j'ai parlé surtout de l'authentification. Donc, c'est effectivement, on est en discussion d'ailleurs avec des sociétés, plutôt pour l'instant de produits de luxe, mais c'est vraiment deux intérêts principaux. Le premier, c'est de dire, voilà, tu prends l'exemple du vélo Cowboy, ce sont des vélos électriques assez intelligents. On met une puce dedans, à un endroit sur le vélo. Et à chaque fois, je vais pouvoir faire deux choses. Je vais pouvoir vérifier que ce vélo, c'est pas une copie chinoise ou autre. Donc, je vais pouvoir vérifier l'authenticité. Et le deuxième aspect, c'est un aspect très ludique de lien marketing. C'est-à-dire que dans mon application, j'ai mon application iPhone pour venir vérifier l'authenticité, éventuellement accéder par exemple à un mode d'emploi ou autre, mais je vais surtout ouvrir un canal comme ça de communication de nouveau avec la marque et avec l'objet. Et donc la marque peut décider que au moment où je scanne l'information, je vais voir que c'est un vélo authentique, mais je vais aussi voir la dernière vidéo de promotion, une invitation à un vernissage pour la sortie du nouveau modèle. Ouais. Si c'est un artiste, la même chose. Je vais pouvoir être invité, ou une galerie qui veut n'envoyer ça que à des gens qui ont déjà collectionné telle ou telle œuvre. Et ben je suis obligé d'avoir chez moi l'œuvre ou le certificat d'authenticité. Je le tag, je scanne cette petite puce qui est une espèce de clé à une VIP room, à une pièce VIP qui me donne accès à des contenus. Donc c'est une démonstration, une vidéo de l'artiste qui explique pourquoi il a fait cette œuvre, c'est une vidéo de l'artiste qui explique pourquoi telle exposition est importante bientôt, ou c'est une vidéo ou un lien vers un vernissage ou une vente privée avant une vente publique. Donc il y a vraiment cette idée de relation lien client, ludique. Ouais. Voilà, donc relation client, lien ludique et ouverture, avec vraiment cette idée de je sais que les gens à qui je m'adresse, ce sont des gens qui ont déjà mes produits. Et c'était une discussion intéressante. L'autre jour, on discutait avec un artiste qui voulait faire ça avec nous et qui disait pendant un moment, les artistes voulaient absolument avoir le plus possible d'audience. C'était, je mets des liens Facebook, Instagram, dans tous les sens, je veux être vu le plus possible. Et en fait, de plus en plus, les gens, ils veulent surtout avoir une communauté de gens qui sont intéressés par leur travail. Et donc, c'est une cible qui a du sens, qui est intéressée. Et donc ça, notre solution sert aussi à ça, c'est-à-dire sert à donner l'accès à des gens qui ont déjà collectionné ou qui ont déjà acheté un produit, quand tu parles de produits marketing plus ouvert que juste de là, et donc avoir un lien vraiment privilégié avec ces gens-là. Oui, on en parle souvent, c'est le NFT dit communautaire en fait, ou le NFT social, c'est-à-dire qui permet de fédérer une communauté. Et parce que très souvent on parle du NFT pour acheter un objet digital, pour acheter une œuvre, pour acheter une création ou pour tracer un produit dans une chaîne logistique. Mais on parle assez rarement des NFT pour simplement proposer une offre, proposer quelque chose d'exclusif à sa communauté. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de cartonner. Je pense qu'on va beaucoup en parler cette année. En tout cas, nous, dans ce podcast, on l'évoque assez souvent, Claudia. Mais ici, c'est différent. Moi, ce que j'aimerais que Olivier explique, en fait, je voudrais que les marketeurs qui nous écoutent, ou les directeurs com, se disent, tiens, au fond, la puce NFC me sert à entretenir une relation privilégiée avec ma communauté, avec mon client, avec mon client final. Je reprends l'exemple du vélo, mais ça voudrait dire que le consommateur qui a acheté son vélo, lui, doit scanner régulièrement cette puce pour être tenu au courant. C'est comme si, en fait, il y avait une box d'informations dans cette puce et que régulièrement, je scanne et je vois les opportunités. Tiens, oui, Cowboy organise une expo, une visite des ateliers, ok, je m'inscris ou pas. Mais donc, la démarche du consommateur, il y aurait une démarche du consommateur final qui doit scanner cette puce pour être tenu au courant. C'est ça? J'ai bien compris? Oui, on peut imaginer ça. Après, ce qui est intéressant, c'est que c'est aux marketeurs de donner l'aspect ludique et de donner une raison d'aller scanner régulièrement la puce. Ok. Benjamin donne un bon exemple. Aujourd'hui, dans le monde des NFT,
donc NFT, les tokens, qui sont pour moi un certificat de propriété de quelque chose. Le NFT, il sert effectivement, comme dit Benjamin, à acheter une œuvre digitale ou autre chose, mais ça peut aussi être tout simplement, j'ai acheté un NFT qui prouve que je suis bien dans une communauté et ce NFT m'est demandé à chaque fois que je veux rejoindre cette communauté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire un artiste, par exemple, ou une maison de disques va émettre des NFT en disant voilà, vous êtes dans le fan club de cette maison de disques. Et la semaine prochaine, le samedi à 20h, on va mettre en place des ventes pour un concert privé. Uniquement les gens qui ont ce NFT, donc qui sont capables de prouver en se connectant avec leur wallet, de prouver qu'ils sont propriétaires de ce NFT, vont avoir accès à la vente privée de ces tickets pour ce concert privé. Notre puce NFC, c'est l'équivalent physique de ce NFT. C'est-à-dire que le NFT, c'est bien, mais ça a quelques contraintes pour un certain nombre de personnes qui ne sont pas encore capables d'ouvrir un wallet sur une blockchain, d'acheter du Lether pour aller acheter ensuite un NFT. Et nous, on va avoir cette version tout aussi sécurisée, mais qui est une version physique. Et effectivement, tu disais, je vais peut-être pas aller taguer mon vélo tous les matins pour voir ce qui se passe. Par contre, on peut très bien imaginer que comme j'ai reçu un certificat d'authenticité papier, je peux avoir une petite carte d'abonnement sur laquelle il y a cette puce NFC qui est une clé d'authentification et donc vraiment un espèce de verrou. C'est la clé pour entrer, pour prouver que je suis bien membre de ce fan club. Alors, et donc je vais avoir ma petite carte. Olivier, juste pour éviter donc la confusion pour les gens qui nous écoutent, parce que malheureusement il y a deux acronymes. Il y a le NFT qu'on utilise tout le temps et NFC, c'est presque les mêmes trois lettres, mais NFC n'a rien à voir. Hein. On est d'accord. Non, je disais donc que le NFC, la puce NFC, c'est une petite puce sécurisée. Qui est physique, Near Field Communication. Voilà, c'est une petite puce d'authentification. Le NFT, c'est un jeton sur une blockchain qui est un jeton unique et qui sert de certificat de propriété de quelque chose. C'est-à-dire, je suis capable de prouver que je suis propriétaire de ce jeton et ça me donne le droit à quelque chose. Ça peut être le droit de propriété d'une œuvre digitale. Je suis propriétaire de l'image 3/10 de telle image. Ou je suis propriétaire d'une chanson, ou je suis propriétaire d'une tenue ou d'une arme dans un jeu vidéo, ou je suis propriétaire de Mais ça pourrait être aussi ton certificat virtuel de quelque chose de physique, en l'occurrence de ton œuvre ou de ton vélo. Oui. Nous, on fait justement ce lien. Oui. Les NFT à l'origine. Qu'est-ce que c'est les NFT à l'origine ? C'est une façon pour des gens qui produisent des produits digitaux, donc c'est des créateurs ou des artistes digitaux qui créent une image sur un ordinateur. Comment est-ce que je fais pour donner de la valeur à cette image ? Je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait une certaine rareté de cette image. Et donc je vais dire, ok, cette image, n'importe qui est capable de la copier. Par contre, il y a 10 versions officielles de cette image, il y a 10 certificats de propriété. Et je vais vendre ces certificats de propriété qui sont le NFT. Donc je vends la preuve que j'ai acheté et j'ai une propriété spéciale. Je suis le propriétaire de la version 1/10 de cette image. Oui, d'ailleurs. Donc ça, c'était à l'origine. Olivier, on avait essayé ça d'ailleurs sur une de mes œuvres. Ce qui était vraiment intéressant, concrètement, il y avait la puce derrière l'œuvre physique et on passait son téléphone sur la puce. Le téléphone reconnaissait le signal radio et ouvrait l'application Arteia de ta société. Oui. Alors, ça disait cette puce est reliée à un NFT en fait. Mais là, j'expliquais l'origine du NFT. Le NFT, c'est vraiment quelque chose de digital et c'était comment je fais pour donner de la valeur à quelque chose de digital qui est a priori reproductible, une image, une vidéo, une musique, un fichier digital que je peux copier. Donc comment je fais ? Je vais définir qu'il y a 10 versions officielles et que ces versions officielles, je vends le certificat de propriété de ces versions officielles. Il y a des analogies dans le monde de l'art classique. Hein. Je prends toujours l'explication. Bill Viola, c'est l'artiste vidéo le plus reconnu, un des artistes les plus reconnus dans le monde de l'art traditionnel. C'est des vidéos qui s'achètent 200-300 000 $. Quand j'achète une vidéo de Bill Viola, je reçois un fichier sur un DVD que je peux jouer sur une télé. Et donc, en fait, au moment où je dois le revendre,
je peux pas juste arriver chez Christie's ou Sotheby's avec mon DVD. Il faut que je montre que je suis propriétaire d'une version officielle. Bien sûr. Et non pas que j'ai fait une copie. Et donc, en fait, le certificat de propriété, qui est en général ma facture, dans le monde réel, qu'est-ce que c'est qu'un certificat de propriété? Comment est-ce que je prouve que j'ai acheté quelque chose? En général, je montre la facture. Donc, je vais montrer que j'ai la facture de la galerie d'origine et je vais pouvoir revendre cette vidéo en prouvant que j'étais le propriétaire actuel. Le NFT, c'est exactement ça, c'est-à-dire je prouve que j'ai un papier qui me dit que je suis le propriétaire d'une œuvre a priori digitale. Et effectivement, ce qu'on a fait avec toi, Benjamin, c'est que nous, de nouveau, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, on essaye d'attirer toutes ces technologies et ces gens qui échangent des NFT dans un monde très digital, on essaie de les attirer vers le monde traditionnel de l'art. Et comme j'expliquais tout à l'heure, comme on a réussi à faire le lien entre une œuvre physique et son passeport digital, son double digital à travers notre puce d'authentification, notre puce NFC, dès qu'on a quelque chose de digital, à ce moment-là, c'est très facile de faire le lien avec un NFT. Et donc, on a créé avec toi des NFT qui sont donc le certificat de propriété de quelque chose. De quoi? Je suis le certificat de propriété qui est lié au passeport digital, donc qui est au double digital de ton tableau physique, qui lui-même a une puce NFC qui permet de lier tout ça. Donc c'est vraiment cette idée de faire le pont entre le physique et le digital pour enfin pouvoir vendre des NFT de œuvres physiques. C'est vraiment intéressant cette notion de double digital. On commence à en parler de plus en plus, nous, dans ce podcast. C'est la notion de dire il y a un objet physique qui est intangible, qui sera toujours là. Mais au lieu de lui adosser directement un NFT, en fait, on lui crée un double digital, que ce soit le prendre en photo, ça c'est la première façon déjà de faire un double digital tout bêtement, c'est de prendre une photo, ou alors de le modéliser en 3 dimensions, par exemple, et d'en faire un fichier 3D, tout simplement, auquel est adossé le NFT. Et ensuite, à l'artiste de dire, ou au fabricant de dire, quand vous achetez le NFT, vous achetez d'abord évidemment le fichier digital, le fichier 3D, libre à vous ensuite, libre à l'industriel de dire, et en plus vous pouvez emporter avec vous chez vous l'objet physique ou pas finalement. C'est pas nécessairement lié. Il y a je sais qu'il y a des expériences d'artistes en ce moment qui font ça. Il y a des artistes qui disent si vous achetez l'œuvre digitale, eh bien l'œuvre papier reste chez moi par exemple, ou alors à l'inverse vous pouvez récupérer l'œuvre sur papier, mais à ce moment-là vous rendez votre NFT à l'artiste. Enfin il y a plein d'expériences comme ça, mais on peut parler aussi du métaverse. Tu évoquais le mot tout à l'heure. Dans le métavers, c'est exactement ça. L'idée, c'est aussi d'acheter un bien digital pour pouvoir en jouir dans le métaverse. Donc, on prend l'exemple du t-shirt, on prend l'exemple d'une voiture digitale, on prend l'exemple de villas digitales qui se sont vendues dans un métaverse qui commence à être très connu, qui s'appelle The Sandbox, où des gens achètent maintenant des villas en 3 dimensions, donc totalement virtuelles, pour pouvoir faire des fêtes et pour pouvoir accueillir leurs amis dans le métaverse de façon digitale aussi. Mais justement, Olivier, est-ce que toi qui es en contact avec tous les grands musées, est-ce que tu as entendu parler de projets de musées ou d'expos dans les métaverses? C'est quelque chose qui s'aborde dans ce milieu ou pas encore? Alors, je pense que beaucoup de musées réfléchissent à ça. On a eu depuis longtemps, il y a eu des visites virtuelles de musées où il y avait des espèces de visites où on avait pris des photos et des vidéos des musées et puis on se promène. C'était un petit peu les premières étapes des métaverses. Il y a un certain nombre de musées que le Louvre, tu pouvais le visiter sur un DVD quand, je sais pas, c'était dans les années 90. Ah oui, je me souviens, les DVD. Tu pouvais acheter une visite vidéo où tu choisissais si tu allais à gauche ou à droite et des choses comme ça. C'était sur les CD-ROM. C'est des choses qui existent depuis longtemps. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ça s'accélère. Pourquoi ? Parce que la technologie est là et l'intérêt des gens a l'air d'être un petit peu plus là. Mais effectivement, pour l'instant, de nouveau, l'intérêt, il est un petit peu sur des choses assez ludiques. Tu parlais de Sandbox. Il y a quelqu'un qui a acheté une villa virtuelle pour $450 000 dans Sandbox parce qu'il était le voisin de Snoop Dogg qui lui-même est en train de construire sa villa. Et donc, il y a un gars qui a trouvé très bien d'être le voisin de Snoop Dogg, qui est un rappeur, et qui a payé $450 000 une maison virtuelle. Donc c'est un petit peu comme s'ils achetaient une maison virtuelle dans un jeu vidéo. Et je vais pouvoir évidemment faire des fêtes dans cette maison virtuelle. Je vais devoir l'ameubler.
Donc évidemment, on va voir bientôt les designers qui vont faire des versions digitales de leurs meubles, si ce n'est pas déjà fait. On a les produits de luxe qui existent déjà. On a Dolce & Gabbana qui a vendu des robes virtuelles absolument extravagantes, des bijoux. Et puis évidemment l'art. Je vais avoir une belle maison, je vais faire des belles fêtes. Je serais content de pouvoir mettre un beau tableau au mur de ma maison virtuelle et ou une belle sculpture. Et donc, tu disais tout à l'heure, effectivement, ce qui est très intéressant, c'est cette idée de double digital sur lequel on travaille. On a vendu, par exemple, récemment, là, on fait une vente d'objets napoléoniens. Alors, on peut trouver ça un peu étonnant, mais c'est extrêmement intéressant parce que, en fait, le public des gens le public qui s'intéresse aujourd'hui aux objets napoléoniens, c'est un public assez jeune qui trouve très intéressant ces références à l'histoire. Et donc, on a organisé une vente d'objets napoléoniens en NFT. Ça veut dire quoi? C'est exactement ce qu'on décrivait. On met une puce sur l'objet. Donc, par exemple, il y a un buste de Napoléon en bronze. On met une puce sur cet objet. On fait une version digitale qui décrit cet objet, donc qui est le certificat d'authenticité digitale avec une photo, définition, plusieurs photos sous différents angles, la description, qui était le fondeur, quelle est la taille, la provenance de cet objet. Et à ce moment-là, comme on a une version digitale, on peut le vendre en NFT. L'étape d'après, évidemment, et on est en train d'y réfléchir avec la galerie, c'est de faire un scan 3D de la sculpture et d'offrir en même temps que quand j'achète le NFT qui me donne le droit de propriété sur l'objet physique, donc j'ai un certificat de propriété digitale, j'ai un certificat d'authenticité digitale et un objet physique que je peux aller chercher à la galerie et mettre chez moi. L'étape d'après, c'est d'avoir ce double digital qui est dans un format 3D qui sera compatible avec certains métaverses, et je vais pouvoir le mettre sur une table dans ma maison virtuelle, dans Sandbox, dans Decentraland, dans mon jeu vidéo. Je vais acheter un chapeau de Napoléon que je vais mettre dans mon jeu vidéo comme chapeau quand je suis en train d'aller jouer avec mes copains. Voilà, donc il y a une énorme transformation digitale qui va très très vite, et on est très content parce qu'on est assez bien placé pour faire le lien entre les objets physiques et leurs doubles digitaux. Et quand tu disais que ce sont des jeunes qui sont intéressés par ton projet avec les objets napoléoniens, ouais. J'imagine qu'ils sont excités. Il y a deux volets à leur excitation. Il y a le volet technologique et projection dans le métaverse, mais il y a aussi l'objet napoléonien, c'est une valeur refuge un peu. Absolument, oui. Absolument. Alors ça, c'est un peu un discours qu'on a. Dans l'économie, on dit souvent, là, c'est allé tellement vite le phénomène des NFT qu'il y a un certain nombre de gens qui parlent de bulles. On parle de bulles financières et puis on parle de bulles dans les valeurs des NFT. Aujourd'hui, est-ce que c'est raisonnable les valeurs des CryptoPunks, des singes, des crapauds, tout ce qu'on veut? Et ça, ce qui est intéressant, c'est que nous, notre approche, c'est de se dire, ok, peut-être qu'il y a une bulle, sans doute qu'il y a une bulle. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si on achète aujourd'hui un NFT d'un CryptoPunk, peut-être que dans 2 ans, il y a plus grand monde qui va vouloir payer très cher une image d'un CryptoPunk, pour ceux qui connaissent. Peut-être que le gars qui a acheté $450,000 sa maison virtuelle dans Sandbox, dans 2 ans, ça vaudra peut-être rien du tout. Par contre, si j'ai acheté un objet napoléonien qui a traversé l'histoire. Si j'ai acheté un tableau de Picasso qui a traversé l'histoire aussi depuis un certain temps, eh bien j'ai un objet tangible qui sans doute gardera plus de valeur. Oui. Donc en termes financiers, c'est assez intéressant de se dire que on va essayer de transmettre ou de mettre en contact les gens qui ont aujourd'hui beaucoup d'argent parce qu'ils ont acheté de la crypto il y a quelque temps qui valait beaucoup moins cher et maintenant qui se retrouvent avec beaucoup d'argent. Au lieu d'acheter des choses qui sont totalement intangibles et donc très spéculatives, on fait le lien et on les met en contact avec la possibilité d'acheter à travers un outil qu'ils aiment bien, qui sont les NFT, des choses très tangibles qui devraient garder leur valeur plus longtemps. Alors, c'est amusant que tu parles de Picasso parce que je pense que tu as vu l'actualité. Absolument. C'est un des arrière-petits-enfants du maître, ouais. Qui possède des céramiques du grand Pablo Picasso et qui a numérisé ces céramiques et qui en a fait une animation qui d'ailleurs qui vaut ce qu'elle vaut, mais peu importe.
Et je me suis dit, tiens, voilà, c'est un exemple de typiquement un Picasso. Bah voilà, ils en ont fait un double digital, mais d'une façon ludique, puisque l'image tourne. Elle est avec un personnage qui ressemble à un smiley d'ailleurs. Je pense qu'à l'époque, Picasso devait simplifier les bouches et les nez et les yeux. Et donc, on dirait un grand smiley avec des choses qui tournent un peu en kaléidoscope. Et je me suis dit, voilà, c'est le double digital d'une œuvre de Picasso. Et je pense que justement, la céramique restera éternellement dans leur collection. En revanche, le double digital aura une vie propre. Et c'est intéressant d'imaginer une nouvelle carrière pour des grands maîtres comme ça, des grands artistes. Une nouvelle carrière en digital, en virtuel finalement. Ouais. Moi, je suis ravi. Pardon. Alors, c'est assez génial que tu parles de ça. Parce que c'est un des gros sujets que je voulais aborder avec vous, qui est la propriété intellectuelle. Et si tu regardes les nouvelles aujourd'hui, tu vas voir que cette vente, a priori, est annulée. Parce qu'elle soulève évidemment un problème grave, qui était que ces NFT, donc effectivement, il y a Florian, qui est le fils de la petite fille Marina de Pablo Picasso, qui ont communiqué cette semaine en disant on va vendre des NFT basés sur une œuvre que l'on possède. Le problème, c'est que dans le NFT et dans l'art et il y a des droits, il y a des lois. Et aujourd'hui, la loi, pour faire très simple, quand on achète une œuvre d'art, on n'est pas propriétaire de la propriété intellectuelle du droit d'auteur de cette œuvre d'art. Donc si je vais dans une galerie et que j'achète un tableau de Picasso, j'ai acheté le tableau, mais je ne suis pas propriétaire des droits de ce tableau, des droits à l'image de ce tableau. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'exemple le plus simple, c'est que j'ai pas le droit de faire des t-shirts avec l'image de ce tableau que j'ai acheté et de vendre ces t-shirts. Pour ça, il faut que j'aille demander l'autorisation, qui sera refusée en général, à la Fondation Picasso, qui est la fondation qui gère les droits d'auteur de Picasso. Ces droits d'auteur, ils sont valides 70 ans après la mort de l'artiste. Donc pendant 70 ans après la mort d'un artiste, les droits d'auteur sont en général gérés par la famille de l'artiste. Là, ce qui est intéressant, c'est que il y a une personne, il se trouve que c'est la famille de Picasso, mais ça change rien. C'est une personne qui a une œuvre de Picasso, qui voulait vendre des NFT, donc qui voulait vendre des reproductions de l'image de cette œuvre, mais ils n'ont pas demandé l'autorisation. Et si tu regardes les news d'aujourd'hui et d'hier, tu vas voir que la Fondation Picasso s'oppose à cette vente et n'autorise pas cette vente. Donc c'est pas parce que tu possèdes un objet que tu as le droit de vendre un NFT qui représente cet objet. Oui, ils ont considéré. Ça, c'est un énorme problème dans le monde aujourd'hui, c'est que les droits sont un petit peu négligés, méconnus, on va dire que les gens font pas exprès, mais c'est méconnu et donc tout peut pas être fait. Oui, donc ils ont considéré que c'était une reproduction. Absolument. Même si c'est virtuel et que c'est pas un t-shirt, c'est une reproduction. Ah ben, c'est une reproduction d'image. Donc, tu peux pas vendre de façon, enfin, déjà, même si tu le vends pas, mais tu ne peux pas reproduire une image sans le consentement de l'artiste. Y compris si cette image a été modifiée et animée comme ils l'ont fait. Alors là, c'est la limite un petit peu de l'exercice, c'est-à-dire que même dans l'art, hein, tu as tout un segment d'art qui s'appelle l'appropriation art, où tu as un certain nombre d'artistes qui reprennent des éléments existants ou qui reprennent des œuvres d'autres artistes. Et effectivement, ce qui est très rigolo, c'est quand tu discutes de ça un petit peu sur les réseaux sociaux. J'avais vu un truc comme ça où j'avais commencé à dire, mais excusez-moi, est-ce que vous pensez que s'il n'y a pose pas d'un problème sur le droit d'auteur? Et les gens répondent, oh, mais de toute façon, Warhol a complètement copié tout. Enfin, il y a énorme. Richard Prince utilisait des images sur lesquelles il n'avait pas le droit. Enfin, des droits. Enfin bon, c'est un sujet très compliqué, mais c'est un sujet auquel il faut penser un petit peu. Il faut pas penser que parce qu'on est en digital, on peut faire n'importe quoi. Oui, d'ailleurs, nous, on a été formés chez Alira Paris, dans ma section, donc consultant blockchain, il y a plein d'avocats. Pourquoi ? Parce que évidemment, ils vont devoir se former à ces nouvelles technologies pour comprendre et pour pouvoir défendre les dossiers, ce type de dossier. Et donc oui, ça n'impacte pas que les gamers et les crypto. On peut rappeler, on en parle souvent aussi dans ce podcast, que sur les grandes plateformes comme OpenSea, alors pour ce qui est de la création digitale, en tout cas, il y a tous les jours des problèmes de piratage, c'est-à-dire des gens qui vont sur Instagram, qui copie-collent une image et qui la vendent en NFT
NFT en se prétendant être les auteurs de cette image, en se prétendant être des artistes. Bien sûr. Et tous les jours sur les réseaux sociaux, les Twitter, Discord, etc., il y a des gens qui alertent les plateformes en disant non, cette œuvre, on la connaît, on connaît l'artiste, on sait très bien que c'est pas la personne qui prétend l'être ou qui vend le NFT. Donc immédiatement, les plateformes retirent l'image. Alors je précise toujours que les plateformes ne retirent pas de la blockchain, puisqu'on ne peut rien retirer de la blockchain. C'est un grand registre immuable. Mais en revanche, on peut retirer l'image de OpenSea. Et là, plus personne ne verra le NFT. Donc en fait, il tombe dans l'oubli finalement. Oui, c'est un problème énorme. C'est un problème énorme qui est un peu accentué par la vitesse à laquelle tout cet écosystème NFT s'est créé. C'est quelque chose qui n'existait quasiment pas il y a un an. Si on regarde les chiffres de vente de NFT il y a un an et puis cette année, c'est complètement incroyable l'explosion et la croissance qu'il y a eu sur ce segment. Mais en fait, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a recréé très très rapidement tous les biais. Alors certaines choses bien et certaines choses négatives qui existaient dans le monde de l'art classique. Et donc effectivement, des gens ont vite vu qu'il y avait des arnaques à faire et il faut faire très attention. Oui. Très attention. Ouais. Moi, je voudrais revenir un petit peu en arrière pour nos auditeurs. Aujourd'hui, évidemment, toi, familialement, historiquement, tu travailles avec le secteur de l'art, mais je voudrais pas que ça soit excluant pour les gens qui se disent tiens, moi, cette technologie des NFC, ça pourrait m'intéresser. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu es ouvert à d'autres marchés ? Est-ce que tu es déjà contacté par d'autres marchés ? À quoi est-ce que ça peut s'appliquer ? En gros, est-ce que c'est l'art point ou l'art et... Non, pas du tout. Voilà. Explique-nous. Non, alors comme je te disais, en fait, on travaille pas mal avec des produits de luxe plutôt et des collectibles. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout ce qui est série limitée de choses. Mais on est aussi effectivement en train de discuter avec des personnes qui sont intéressées pour des voitures, des pièces de voitures de collection. Mm-hmm. On discute avec une maison de champagne, on discute avec une maison de vin. Donc l'idée c'est de dire ok, chaque bouteille, sur chaque bouteille je peux coller une étiquette et je vais être capable de tracer pour des cuvées limitées ou pour des bouteilles un petit peu spéciales, de taille spéciale ou d'édition spéciale. Je vais être capable de certifier l'authenticité des bouteilles, ce qui est un sujet extrêmement important. On peut aussi parler évidemment des produits luxe comme des sacs à main ou des vêtements. Donc on discute là pour des sneakers aussi, par exemple. Mm-hmm. Il y a une start-up qui veut vendre des sneakers physiques mais en NFT et donc on travaille avec eux. On discute sur des skateboards. Voilà. Donc il y a beaucoup de... En fait, ce qui est très intéressant, c'est que ces technologies ne coûtent pas cher du tout. Les petites puces coûtent pas cher du tout et donc c'est accessible même pour des produits qui sont pas très chers, mais sur lesquels on a envie de trouver le bon mix entre soit l'authentification, donc je veux vérifier que j'ai bien la série limitée, soit effectivement cette idée de connexion, de lien marketing, de lien de communication ludique qui va permettre de garder un contact après la vente du produit avec le propriétaire du produit. Et ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, la plupart du temps, n'existe pas. Une fois que j'ai vendu une sneaker, une fois que j'ai vendu un blouson, une fois que j'ai vendu un sac à main, je sais plus où il est et je peux pas recontacter à part si j'ai demandé aux clients de s'inscrire dans la base client dans le magasin. Ouais. Ce que les gens refusent souvent de faire maintenant pour pas recevoir 200 000 emails à chaque fois. Et est-ce que ça pourrait s'appliquer justement à tout ce qui est documents administratifs, diplômes, etc.? Oui. Carte d'identité. C'est aujourd'hui, on voit que les cartes d'identité en Belgique, on a une carte d'identité qui est comme une carte de crédit. Hein. C'est une carte avec une puce dessus. Voilà. Donc en fait, ce qui est marqué sur la carte d'identité n'est pas hyper important. Et à chaque fois que vous rentrez dans un bâtiment administratif, vous allez lire la puce de votre carte d'identité. Donc on est déjà ça. Les passeports, effectivement, les passeports récents ont des puces dans l'épaisseur du passeport. Et quand vous passez maintenant beaucoup d'aéroports ou de gares, vous pouvez, pour prendre l'Eurostar, vous pouvez scanner votre passeport, vous le mettez à un endroit et en fait ils vont aussi vérifier que la puce est lue. Donc c'est une technologie qui existait. Hein. On n'a pas inventé cette technologie. C'est une technologie qui existait, mais l'idée c'est le travail qu'on a fait, c'est d'aller chercher des puces un petit peu plus spéciales qui sont dans notre cas d'usage
plus sécurisé physiquement et logiquement, c'est-à-dire que la plupart des puces que vous allez trouver dans le commerce ou qui existent dans certaines solutions, elles sont pas sécurisées. Et elles sont pas reliées à la blockchain non plus. Voilà, et nous on a fait la couche derrière, c'est-à-dire que une fois qu'on a lu cette puce, l'information qui est liée à cette puce est dans une base de données sécurisée sur la blockchain et avec une interface qui permet à un artiste ou à un marchand de luxe de très facilement gérer cette solution globale. Donc on a mis en place une solution globale et on connaît bien et on est capable d'expliquer ça à nos clients. Et sur quelle blockchain ? Alors on utilise plusieurs blockchains. Pour l'information, on utilise la blockchain Tezos. Okay. Pour les NFT, on va travailler avec Tezos et Ethereum pour l'instant. Mais pour l'information, c'est une très bonne question. La blockchain Ethereum, c'est une blockchain qui coûte assez cher à utiliser et qui, en plus, est un petit peu décriée pour justement le fait qu'elle coûte cher à utiliser, c'est parce qu'elle consomme beaucoup d'énergie. Et donc, il y a un certain nombre d'artistes et de clients avec qui on travaille qui nous ont dit qu'ils voulaient trouver une solution un peu écologique à cette sécurisation de l'information. Et la blockchain Tezos, c'est une superbe blockchain qui consomme plus d'1 million de fois moins que Ethereum. Et donc, c'est une blockchain sur laquelle aussi écrire de l'information coûte beaucoup moins cher. Et donc, ça correspond parfaitement à notre besoin. Donc, dans notre solution, l'information qui est le passeport digital et l'information d'un catalogue raisonné digital qui est l'équivalent qu'on fait pour des artistes, tout ça c'est sécurisé dans la blockchain Tezos. Donc on peut dire, Olivier, c'est très intéressant qu'il y a deux aspects chez Arteia, c'est que les gens peuvent venir te voir d'abord parce que vous utilisez une blockchain principalement qu'on appelle Tezos, mais bref, qui est écologique dans la mesure où elle nécessite très peu d'électricité, une énergie très faible. Et deuxième chose intéressante que tu dis, c'est que même quand on est une PME ou une petite entreprise, on peut venir te voir chez Arteia pour des solutions finalement pas trop coûteuses au départ, en tout cas. Les puces, ça coûte pas cher. Après, il y a ton conseil, évidemment, mais j'ai vu que vous avez travaillé, pour des objets napoléoniens, pour cet artiste. Donc, pas nécessairement, on n'est pas obligé d'avoir une entreprise de 10 000 personnes pour venir te voir et pour avoir accès à cette technologie. Donc ça, c'est important de le dire. J'aurais encore une question pour toi, Olivier. J'aimerais avoir ton sentiment sur le fractionnement des objets. Alors ça s'applique aujourd'hui beaucoup dans l'art, mais je pense que l'industrie va vivre ça maintenant. Tu parlais de sneakers, tu parlais de skateboard. Il y a des objets maintenant qui paraissent accessibles, qui deviennent maintenant très chers parce que customisés, parce qu'il y a de la rareté. Et donc on parle de fractionnement, c'est-à-dire la possibilité pour tout un chacun d'acheter un NFT qui représenterait une petite fraction d'un objet très cher. Est-ce que ça, vous y travaillez déjà ? Est-ce que tu y crois, ça, pour cette année ? Alors, de façon très personnelle, parce que nous, pour l'instant, on ne travaille pas beaucoup là-dessus, et sans doute parce que, de façon personnelle, moi, j'y crois pas beaucoup. C'est quelque chose qui a été tenté depuis un certain temps. L'idée, c'est quoi ? C'est de se dire, OK, dans le monde de l'art, en tout cas, je vais prendre l'exemple du monde de l'art que je connais plus. Si j'achète un tableau d'un jeune artiste à 1 000 euros ou 5 000 euros, la probabilité que ce tableau prenne de la valeur, elle est assez faible. Inversement, si j'achète, ce qui n'est pas forcément le but du jeu quand on achète de l'art, mais bon, là on parle d'aspect financier. Si j'achète un tableau de Picasso, ou globalement tout tableau au-dessus de, je dis n'importe quoi, 1 million, 2 millions, 5 millions de dollars, la probabilité pour ce qu'on appelle ces blue chips que la valeur de ce tableau dans 5 ans soit plus forte est plus élevée. Et donc, la plupart des gens se disent, OK, moi, si je considère l'art comme éventuellement une classe d'actifs, donc vraiment là, on parle de finance, on parle d'argent, si je veux investir dans cette classe d'actifs qu'est l'art, idéalement, il faudrait que j'ai déjà beaucoup d'argent pour être capable d'acheter un tableau qui est déjà très cher, mais qui sera encore plus cher dans 5 ans. Et donc, si la plupart des gens ne peuvent évidemment pas acheter un tableau à 5 millions de dollars, qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a des gens qui ont eu l'idée de se dire, OK, moi, je vais prendre un tableau, je vais acheter un tableau de 5 millions de dollars, et puis je vais le découper en 1 million de bouts, et puis chacun pourra acheter un bout pour 5 dollars. Et donc, quand on revendra le tableau 10 millions de dollars dans 5 ans, chacun aura gagné le double de sa mise initiale. Bon, ça c'est le principe. Il y a un certain nombre de gens qui ont travaillé là-dessus depuis des années. Il y a même des fonds d'investissement qui sont montés là-dessus. Moi,
en tant que famille de collectionneurs, ça pose beaucoup de problèmes. Où est le tableau ? Où est-ce qu'on met le tableau pendant tout ce temps-là ? Qui l'assurance du tableau ? Qui décide de la revente du tableau ? À quel prix ? Ça soulève beaucoup de problèmes. Et en fait, c'est une solution, cette solution de fraction, donc en anglais on appelle ça fractional ownership, donc propriété fractionnée. Cette solution, elle est très intéressante pour des gens qui voudraient acheter, mais en fait c'est pas très intéressant pour les gens qui possèdent les tableaux, et ça soulève vraiment beaucoup de problèmes de gestion pratique derrière. Donc nous, pour répondre à ta question, je pense qu'il y a encore beaucoup de problématiques. Techniquement, ça existe aujourd'hui, effectivement, il y a plusieurs plateformes qui le font, et les NFT permettent très bien de faire ça, c'est-à-dire que je vais définir que je vais créer 1000 bouts qui représentent 1000 parts de propriété d'un tableau, et je vais créer un NFT pour chacun de ces bouts, et donc je vais, en achetant le NFT, être capable de prouver que j'ai un millième de tel ou tel. Ça marche par exemple. On n'y croit pas trop. Ouais, ça marche pour. Oui, je comprends tout ce que tu dis. Ça marche effectivement dans l'immobilier. Là, il y a une start-up qui s'appelle Realty qui possède des immeubles aux États-Unis, et alors on achète une fraction d'un appartement, et là c'est simple puisque l'immeuble il bougera jamais, c'est sûr. On met un locataire dedans. Et finalement, c'est le loyer qui est fractionné, les retours du loyer qui sont fractionnés avec une petite plus-value, etc. Mais c'est plus facile à imaginer dans ce sens. Oui, et puis c'est un problème dans l'absolu qui n'a pas forcément besoin des NFT. Alors, par exemple, pour les tableaux, il y a tout simplement des gens qui créent une société. La société achète le tableau, et puis j'achète des parts de société comme j'achèterais une part une action d'Apple ou une action de Microsoft. Et ben j'achète une action d'une société dont l'actif et dont l'activité c'est d'acheter un tableau et de le revendre plus cher après. Bon. Pourquoi c'est intéressant de le faire en NFT ? C'est l'aspect liquidité du NFT, c'est-à-dire que mon certificat de propriété, mon NFT, qui prouve que j'ai bien un bout, eh ben je peux très facilement effectivement le revendre sur une plateforme. Je l'ai acheté le matin, je le revends l'après-midi, et ça c'est très facile avec des crypto-monnaies sur une plateforme. Ouais. Mais ça ne résout pas tous les problèmes derrière que j'ai évoqués pour les œuvres d'art, qui sont l'assurance, la gestion de savoir quand est-ce qu'on considère qu'il a pris de la valeur et qu'on est tous d'accord de le revendre. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un achète 50% des parts ? Est-ce qu'il a une majorité ? Est-ce qu'il peut choisir ? Enfin, ça soulève beaucoup de problèmes. Oui, tout à fait. Écoute, c'est très intéressant, c'était très riche. Moi, il y a une chose que je retiens, c'est que quand on parle un peu avec les gens autour de nous, qu'on va à des dîners et qu'on commence à leur parler de ça, ils nous disent non, mais attends, moi les métaverses et les NFT, c'est pas pour moi, c'est pour les gamers. Et en parlant avec toi, on se rend compte qu'en fait, non, vraiment, le changement, il va vite et en même temps, il va très lentement pour certains, mais ça... Moi, un truc que je retiens, c'est ce que tu as dit du métavers, c'est que oui, les musées, ça fait longtemps qu'ils font de l'expérimentation, et tout ça, c'est la suite logique, et que le métavers, non, ce ne sont pas que pour acheter des villas de rappeurs, c'est bientôt le lieu où on ira prendre, on ira à l'école, on ira au musée, et on aura des expériences immersives, intellectuelle et enrichissante, et que c'est le prolongement finalement de la vraie vie, et que oui, en fait, moi c'est ce que je dis toujours à la fin de ce podcast, le changement ne vient jamais en une fois, il vient un petit peu tous les jours, et s'intéresser à ces technologies qui sont aujourd'hui effectivement très quand on parle de ces villas à $450,000 dans les métaverses, les gens ne s'identifient pas forcément, mais ce qui est intéressant, c'est de voir derrière ça le potentiel de développement sur d'autres applications, et je trouve qu'en parlant avec toi, c'était assez éclairant, donc merci pour ça. Merci aussi d'avoir l'intention. Je partage complètement, hein, effectivement, juste en 2 secondes, mais effectivement, on parle, c'est très facile et c'est très rigolo de parler de la maison à côté de Snoop Dogg, mais le métavers, c'est beaucoup d'autres choses. C'est effectivement beaucoup d'éducation, que ce soit là une nouvelle façon de partager, d'avoir un professeur qui est capable de toucher plus d'élèves dans des régions compliquées. C'est de l'éducation dans l'art, par exemple, d'être capable de s'immerger dans un tableau pour comprendre la technique de peinture. C'est dans l'industrie, c'est de la santé à distance. Enfin, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup plus que juste les quelques aspects un peu délirants dont on parle en général dans les médias. Et ça arrive très très vite, puisqu'on voit H&M a ouvert un magasin dans un métaverse. Enfin, Adidas, Nike, tous ces acteurs sont déjà là. Et ça, c'est pas du méga luxe. C'est des choses. Donc les choses d'un peu de notre quotidien sont déjà en train d'arriver. Il va falloir
regarder ça le plus vite possible. Oui, et puis aussi, on a tous travaillé à la maison, connectés à Zoom toute la journée, 8 heures par jour, et en étant épuisés à la fin de la journée parce qu'on a, en fait, on n'a eu aucun lien et qu'on est resté face à des slides sur son ordi avec des gens qui parlent derrière les slides, donc sans possibilité de faire du lien finalement. Et le métaverse, est-ce que ça n'est pas finalement l'avenir d'une partie du travail où justement on pourra recréer du lien d'une autre façon, évidemment, puisqu'on sait que retourner au travail dans les bureaux à 100%, on ne reviendra pas en arrière. Et donc, c'est réinventer le travail, l'éducation, la culture, mais plus derrière un Zoom plat, mais dans un univers 3 dimensions, avec des interactions, des vraies interactions, même si elles sont virtuelles, il y en aura plus que derrière un Zoom et derrière des slides. Et donc, j'aime bien finir ce podcast en disant que l'avenir est à construire, que les entreprises de demain sont invitées sur ce podcast, évidemment, mais elles sont aussi à imaginer sur ces technologies. Ce n'est pas réservé qu'à des gamers. Donc voilà. Donc marketeurs de demain, CEO de demain, imaginez le monde à venir et construisez-le. Et merci pour tout ça, Olivier. C'était très riche. Merci Olivier. On rappelle qu'on peut te trouver sur Internet. Olivier Marian, donc toi-même sur les réseaux sociaux. On peut trouver ta société Arteia, A-R-T-E-I-A, en tapant sur Google. On vous trouve tout de suite. Et on précise qu'on peut ne pas hésiter à te contacter, que tu reçois toutes les demandes et que tu t'intéresses à tous les projets. Olivier, est-ce qu'on peut mettre ton adresse mail sur la description du podcast ? Bien sûr. Ok, bien sûr. Donc on le fera, on mettra le site internet. On termine aussi en disant à nos auditeurs que il est vraiment très important de nous noter, de nous mettre des petites étoiles et des avis sur toutes les plateformes, mais les plus importantes pour les algorithmes, c'est Apple Podcasts et Spotify. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte que ce petit geste, c'est vraiment le petit coup de pouce qui nous fait remonter dans les algorithmes et donc dans les moteurs de recherche. Donc sans vous, on n'est pas grand-chose parce qu'on reste tout en bas. Donc aidez-nous à monter, écoutez-nous, partagez, envoyez les liens par WhatsApp. Voilà, c'est le principe de la communauté. On espère vraiment vous avoir appris quelque chose et je pense que c'est très utile aujourd'hui d'expliquer le potentiel de ces technologies et voilà, merci à toi Olivier. Merci Olivier. Merci à vous.